Alors voilà, nous faisons un salon audio en se posant la question de qu'est-ce qu'un bon leader politique. Donc déjà, la question n'est pas qu'est-ce qu'un leader, la question n'est pas qu'est-ce qu'un bon leader, la question c'est qu'est-ce qu'un bon leader politique. On aurait pu aussi poser la question qu'est-ce qu'un leader politique. Mais un bon leader politique. Donc quand évidemment on précède la notion de leader de bon, on est obligé on prend le risque évidemment de glisser tout doucement vers un jugement de valeur qui amène évidemment des jugements d'ordre moral. Et puis la porte juste à côté, on l'ouvre très vite, c'est celle du jugement peut-être un petit peu moralisateur par rapport à des choses qui nous ont plu ou pas. Parce que on peut, et c'est ça qui est intéressant si vous voulez, et qui justifie notre approche consistant à dire, derrière une question en apparence politiquement triviale ou derrière une actualité, parfois on parlera aussi d'actualité dans nos rooms audio, il y a une dialectique. D'accord. Une dialectique, évidemment, dans la version la plus noble. Sinon, la plupart du temps, il y a une rhétorique. Donc là, dans le cadre du leader, il y a une rhétorique. La rhétorique, vous le savez, elle est entachée inévitablement d'une dimension péjorative. Ça fait depuis les années 80 qu'on tente de réhabiliter la rhétorique, notamment pour la mettre au service des leaders dans le monde du management, parce qu'il y aurait une rhétorique morale. D'ailleurs, on a tendance à appeler cette rhétorique la rhétorique dite dialectique. Vous voyez, c'est intéressant. Pour donner une dimension de noblesse à une rhétorique, on lui affuble l'épithète de dialectique. Pourquoi? Parce que dans la dialectique s'affrontent les idées. Dans la rhétorique, il y a à l'œuvre les mécaniques de la persuasion qui ne sont pas toujours honnêtes. C'est la raison pour laquelle, de deux choses l'une, soit on a un leader qui rassemble, qui intègre, qui fait la synthèse, qui met en cohérence des mouvances, parfois même contradictoires, voire totalement adversatives, et qui étant capable de faire la synthèse, eh bien, finalement accepte ce que moi je pense être la politique dans son sens noble, c'est-à-dire la politique dans sa dimension dialectique. Et je pense que c'est donné à très très peu de leaders. Quand on est uniquement dans la rhétorique, on peut gagner et accéder à des postes supérieurs uniquement par la dynamique qui est celle de la séduction, bien plus que celle de la démonstration. Qu'est-ce qui s'oppose au sophisme? Au sophisme, les sophistes étant, je le rappelle évidemment, les rhéteurs, les rhétoriques de l'Antiquité. Qu'est-ce qui s'oppose à un sophisme? Eh bien, c'est la démonstration. Qu'est-ce qui s'oppose à l'effet de prestidigitation oratoire qui est celui du sophiste? Eh bien, c'est la démonstration scientifique, c'est la démonstration rationnelle. Voilà pourquoi, quand on va sur le thème du leader politique, on peut se croire victime d'une tactique, on peut légitimement se croire victime d'une tactique de séduction. On peut imaginer que la rhétorique a gagné le cœur des foules et a créé des mécanismes de persuasion. Vous savez, dans le jargon de la rhétorique, alors qui n'est pas forcément le jargon du tout venant, dans le jargon de la rhétorique, on oppose conviction et persuasion. La persuasion est dans la rhétorique ce qui permet notamment, en utilisant des leviers émotionnels, de séduire, de convaincre, ou pour le dire techniquement, de réduire la distance qui existe entre l'orateur et son auditoire, réduire la distance entre, donc négocier même, le terme technique, c'est négocier la distance qui existe entre l'orateur et son auditoire pour que l'auditoire, petit à petit, voit le monde par les yeux de l'orateur. Donc souvent, on va taper dans les tripes, pour le dire prosaïquement. Et dans la dialectique, par contre, il y a beaucoup plus la notion de conviction qui, elle, se fait par un cheminement intellectuel. Donc c'est différent. Par exemple, la science, au cœur de la science, est à l'œuvre la dialectique, parce qu'on est obligé de façon collégiale, à l'échelle de la communauté scientifique, de créer petit à petit des consensus dont on admet qu'ils soient instables et qu'ils soient constamment remis en cause par cette mécanique de la contradiction, j'allais dire, mais même de la controverse. Même quand le débat est brutal, il est toujours à minima un minimum intellectuel. Et dans la politique, si vous voulez, le débat, quand il est brutal, il est plutôt émotionnel. Il est rarement rationnel, en tout cas pas dans sa version cathartique, hyper médiatisée, celle qu'on vit dans les médias. Donc si vous voulez, il y a un problème philosophique et éthique qui se pose dans l'évaluation du leadership parce qu'on ne peut pas le dissocier. On ne peut pas dissocier le leadership du charisme du chef démocratique. Donc vous avez en fait notamment un problème qui se pose systématiquement. Je m'attendais à ce que le point Goodwin soit franchi, il l'a forcément été, parce que le problème éthique et philosophique, si vous voulez, consistant à évaluer ce qui fait le bois du leader, nous amène inévitablement à l'exemple de l'ascension au pouvoir acquis par Hitler. On est immédiatement obligé d'hitlériser cette relation entre le leadership et la capacité de séduction des foules, puisqu'on voit que le pire peut atteindre au pouvoir. Et donc,
On peut aussi, alors là je vais vous proposer un autre exemple très intéressant qui fait réfléchir et que je vais puiser chez Bourdieu. Bourdieu s'intéresse aussi à celui qui euh, est un exemple, une sorte de contre-exemple du triomphe politique de l'absence totale de charisme, dans le cas de Staline. Mais nous, plus proche de nous, on a quand même Hollande. Bon, on y reviendra. euh, Qu'est-ce qu'il fait, Bourdieu, pour nous expliquer ça? Alors, restez avec moi, parce que vous allez voir, c'est passionnant. Il cite un auteur qui est un peu un des démystificateurs du système soviétique, comme l'a été Solzhenitsyn. Là, il cite l'écrivain russe Zinoviev dans un bouquin dont le titre est très évocateur, d'ailleurs, qui s'appelle Les hauteurs béantes. Les hauteurs béantes. Il le cite, astucieusement, il le cite, parce que c'est une phrase qui est passée à la postérité pour ceux qui s'intéressent à la politique. C'est quand Zinoviev dit de Staline: le principe du succès de Staline réside dans le fait que c'était quelqu'un d'extraordinairement médiocre. Et Bourdieu cite cette phrase en considérant qu'elle est brillante, qu'elle est d'une ironie caustique, celle qu'il aime. Mais il considère que Zinoviev n'a pas réussi à véritablement décrire le mécanisme des logiques bureaucratiques parce que, en fait, il s'enlise dans son ouvrage, forcément, c'est l'époque qui veut ça, dans un tour polémique et personnel. Vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé entre nous dans le cadre d'un salon audio où on évoque tout ça. C'est qu'à un moment donné, on arrive forcément à glisser sur le terrain de la polémique et du personnel parce qu'on a envie, évidemment, de ramener ça à ce qu'on vit, à notre président, l'actuel, le prochain, celui d'avant, etc. C'est normal, hein, c'est pas un reproche, c'est un petit peu inévitable. Mais maintenant, prenons un peu de recul avec Bourdieu. Il dit: la loi fondamentale des appareils bureaucratiques donc veut que les appareils bureaucratiques donnent tout à ceux qui lui donnent tout, et en attendent en retour tout parce qu'ils n'ont rien, parce que ceux-là, donc, qui sont concernés, hein, n'ont rien et ne sont rien en dehors de cet appareil. Et donc il ajoute que l'indignation morale, je cite Bourdieu, et ce sera ma seule citation, je ne vous embête pas après avec les citations, mais c'est passionnant, vous allez voir, il dit: l'indignation morale que ne peut comprendre, vous voyez bien, indignation morale, c'est le sujet vraiment qui nous a imprégné là pendant plus d'une heure dans ce salon audio. L'indignation morale ne peut comprendre que réussissent dans l'appareil ceux que l'intuition charismatique perçoit comme les plus bêtes, les plus ordinaires, ceux qui n'ont aucune valeur propre. On revient sur le thème des valeurs. En fait, ils réussissent non pas parce qu'ils sont les plus ordinaires, mais parce qu'ils n'ont rien d'extraordinaire, rien en dehors de l'appareil. Et en fait, Bourdieu développe sur cette notion de homme sûr, les hommes sûrs, c'est-à-dire ces hommes dont on ne va pas redouter qu'ils veuillent trop innover. Oula, vous voyez comme c'est intéressant. Ils ne vont pas chercher à disrupter leur parti. Ils ne vont pas chercher à se saisir d'un excès de liberté, ni y faire trop d'écart. Et c'est pour ça que c'est intéressant, parce que la formule de Bourdieu d'intuition charismatique, il ne la développe pas. Il n'y a pas un bouquin de Bourdieu, ni même un chapitre sur la notion d'intuition charismatique, mais en fait c'est celle qui me fascine, parce que nous sommes tous dotés d'une intuition du charisme d'autrui. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas exprimer, c'est un peu comme le talent. J'avais naguère fait des talks autour du talent. Personne n'avait vraiment su définir le talent en dehors de c'est une capacité à prendre des raccourcis, ça dépasse totalement le champ de la compétence, ce sont des gens qui sont suffisamment agiles pour improviser, pour ceci, pour cela. Mais, et donc, ça se résumait souvent à la portion congrue de la définition du talent qui était: on reconnaît quelque chose qui pétille dans les yeux. Bon, le charisme, c'est un peu pareil. Il y a quelque chose qui pétille, quelque chose d'une effervescence qui entoure le personnage. Donc, on a une intuition du charisme, mais, vous voyez, dans le cadre des grands chefs démocratiques, le charisme s'élabore petit à petit en une véritable mystique. Et le sujet, c'est de savoir si, quand il est en train de monter en neige sous la forme d'une mystique, parce qu'au début il y a une mystique, je vous renvoie à l'étymologie, qui est aussi de l'ordre, qui fait référence au mystère, hein. N'allez pas regarder sur Wikipédia uniquement les sujets en relation à la spiritualité. Je parle de la mystique au sens politique du terme. Il y a d'ailleurs un sujet, je vous donnerai le lien, un sujet très intéressant, qui est le lien entre le mystique et le politique, qui est un podcast de France Culture que j'ai écouté incomplètement, mais que je vais terminer d'écouter. Et le début était très prometteur, déjà les premières minutes. Et en tout cas, valide donc mon ressenti, c'est qu'il y a bien une mystique qui, pour se transformer en un projet politique, doit être à un moment donné, comment dire, parce que la mystique fait évidemment référence à une forme de transcendance, doit ensuite
s'institutionnaliser. Donc on n'est plus dans la transcendance, on traduit tout ça en programme, mais en capacité, si vous voulez, de pur gestionnaire à faire fonctionner des hommes ensemble, etc. Mais le moteur initial, le moteur promotionnel initial, et qui est d'ailleurs interne aux appareils de parti, c'est l'identification de ce charisme, l'identification de cette énergie particulière, et qui est un mix très complexe dans les partis, entre identifier une certitude et une stabilité, c'est-à-dire une continuité, et identifier une puissance de persuasion. D'accord ? Et c'est là qu'on voit d'ailleurs tout le paradoxe de notre actuel président, enfin paradoxe, en tout cas cette dichotomie c'est le mot plus adapté, entre ce qu'il a inspiré comme véritable charisme au départ et qui a surpris parce qu'on le croyait inoffensif, trop jeune pour faire des vagues, et aujourd'hui vous avez l'ancien président Hollande qui publie un bouquin uniquement pour finalement déverser sa bile et sa frustration, parce qu'on voit bien en fait que ce qu'il pensait être un homme sûr l'a trahi. Donc il faut aussi prendre en compte cette dimension, c'est que l'intuition qu'on a du charisme n'est pas forcément tout de suite évidente, mais elle peut éclore, et c'est un peu les médias qui amplifient cette intuition quand elle s'adresse à une audience. Elle n'est pas forcément perceptible à l'intérieur du parti, le parti ayant lui-même tendance à aller chercher des hommes d'appareil. Donc vous avez un clash absolument titanesque entre ces deux concepts incarnés par Hollande d'un côté, l'homme de l'appareil qui est toujours là, qui n'existe pas en dehors de l'appareil, sur lequel on tombe un peu par hasard parce qu'il y a franchement le charisme d'une nouille absolue. On dirait une asperge en quête de béchamel. Ce type-là, il ne sait même pas où mettre ses mains quand il parle. Il a dû prendre des cours d'orateur tellement il est mauvais à la base. Évidemment, comme ça a été rappelé dans le salon audio, évidemment, il a le minimum syndical d'une intelligence, et même d'une brillance. On pourrait gloser des heures pour dire quand même que c'est quelqu'un de valable. Mais il n'a pas tout de suite suscité cet engouement, cette intuition d'un charisme supérieur. Il a surtout été élu contre ce qu'il précédait, et surtout en vendant cette espèce de continuité de l'appareil. Et à l'intérieur de l'appareil, il a été trahi, selon ses propres mots, par quelqu'un qui tout de suite a émergé avec cette capacité de séduction, dont on peut dire ce qu'on veut après. Elle a créé le mouvement, elle a créé notamment cette mystique de la sortie de crise, mais la sortie de crise dialectique entre les vieux clivages. Donc c'était une crise au sens économique à plein d'égards, en nous vendant du rêve, la Startup Nation, etc. Mais c'était finalement une très bonne incarnation de leadership, parce que du concept pur de leadership, là en essayant de faire abstraction des considérations polémiques et personnelles et individuelles, c'était très révélateur de ce que peut être donc l'intuition du charisme reçue par un entourage proche, puis par le reste d'une audience publique et les médias eux-mêmes, parce que finalement, pas besoin d'être un homme d'appareil pour faire apparaître ce choc, pour créer cet électrochoc à l'échelle même d'une nation. Bon, donc ensuite, évidemment, là, par la force des choses, nous ne traitons dans le cadre de ce salon audio que ce que nous avons tendance à reconnaître, à identifier et qui nous est familier. C'est un petit peu normal. Moi, je continue à vous poser la question et je serais ravi de poursuivre ça, peut-être sans forcément que ça soit le prochain sujet que nous ferons, que nous développerons. Ça peut être dans le cadre de commentaires en ligne, dans le cadre d'un rendez-vous qu'on peut faire plutôt dans 2 ou 3 semaines ou un mois. On peut revenir sur ce sujet-là pour essayer de le pousser un petit peu plus. Moi, j'aurais fait préalablement l'effort de vous livrer une synthèse de plein de choses qui ont été dites, très intéressantes. La cinématique du leader notamment. On a dit le leader, c'est celui qui met les autres en mouvement. Il y a eu aussi cette notion de au service d'un intérêt plus grand que soi. Et pourtant, vous avez aussi évoqué la dimension donc toxique et carriériste du leader. C'est celle qui valide totalement la thèse de Bourdieu, qui dit que ce sont les hommes sûrs de l'appareil, souvent d'ailleurs médiocres, indispensables à l'appareil, et qui n'arrivent pas à vivre en dehors de l'appareil, qui sont qui arrivent au sommet de cette chaîne alimentaire. Nous avons vu aussi en introduction qu'il y avait tout un champ lexical à explorer passionnant, radicalité versus modération. Est-ce que le leader brille par sa capacité de modération ou sa capacité à revenir aux racines et à un certain purisme du positionnement théorique, doctrinal, qui est celui du parti dans lequel il évolue? J'ai envie de vous dire que la question ne peut pas être aussi simple, puisqu'elle embarque forcément ce qui a aussi été très bien rappelé dans le cadre de notre échange. Ça embarque forcément des interactions avec le monde tel qu'il est, c'est-à-dire que la radicalité, ça va bien vendre à un moment donné, ça vendra mal à un autre, et idem pour la modération. Ça dépend de ce que les gens sont prêts à entendre.
Ça dépend de l'accumulation d'un certain nombre de thèses qui font que peut-être par réaction, on a besoin d'adhérer à une nouvelle manière de faire. Donc, c'est donc très complexe. Ce ne sont pas des notions qui peuvent se discuter en soi, mais en osmose avec le monde qui nous entoure. En tout cas, vraiment, moi, je vous remercie d'avance pour continuer à réfléchir. Et vous savez, je vais terminer cette séquence en vous disant, alors maintenant, à l'aune de ces émergences qui sont le fruit donc d'une discussion que j'ai essayé de synthétiser, maintenant, est-ce que vous avez envie de refaire un petit tour et puis de me dire qu'est-ce que c'est selon vous un bon leader politique, sachant, je le précise encore, qu'on a parfaitement le droit dans cette réflexion, puisqu'on le fait nous, à l'échelle de nous, on est très société civile, il n'y a pas que des politiques entre nous, évidemment, on n'est pas entre politiques de métier, on n'est pas dans les médias, on ne se réclame de rien. On peut aussi aller trouver des sources d'inspiration, que ce soit dans je sais pas, j'ai envie de dire la sociologie, la philosophie, évidemment dans aussi la vie quotidienne, le business et toutes les thèses et les doctrines qui sont développées autour du leadership. Ça sera donc bienvenu. En tout cas, moi je pense que c'est une bonne question et que le simple fait d'y réfléchir, le simple fait d'interagir là-dessus est une source d'inspiration pour nous tous, nous aide à grandir sur ce sujet-là, à titre personnel et aussi au titre de notre capacité à déchiffrer, déjouer, dirais-je, les pièges des rhétoriques ambiantes.